Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez-en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maud Belval et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre podcast de l'équilibre digital. Donc, allô Jean-Michel, comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien toi-même, Maud? Oui, super, merci. Donc, le printemps s'en vient, fait qu'on est content un peu, la chaleur commence à arriver. Yes, je viens d'aller m'entraîner, ça fait du bien. Redouble d'énergie pour être ça coche pour le podcast. Ben oui, fait que, écoute, ça fait un petit bout en plus que je te parle de Manuel, que j'avais hâte que tu le rencontres, et que ça fait un peu que tu le rencontres aujourd'hui dans le podcast. J'ai hâte qu'on l'entende toutes les deux. Manuel a fait ses débuts comme coach sportif pendant plusieurs années. Il s'est tourné par la suite vers la synergologie avec un parcours académique qui a pris 3 ans. Il a maintenant choisi de mettre à contribution son expertise pour la communication non verbale en concevant des formations pour les entreprises dans le milieu professionnel et il a fondé son entreprise Synergo. Donc, allô Manuel, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Maud, ça va très bien. Comment allez-vous en fait? Ça va bien, merci. Donc, écoute, j'en ai vraiment, comme je disais, content de te recevoir aujourd'hui. On a hâte d'en apprendre un petit peu plus. C'est un sujet qui est intriguant à la fois, donc j'avais hâte de t'entendre. Je ne sais pas si en premier lieu, tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'un synergologue? Qu'est-ce que ça fait en fait? En fait, le synergologue, c'est l'analyste du langage corporel. Parce que la synergologie, c'est l'analyse du langage corporel. Quand on dit langage corporel, on parle de tout mouvement du corps humain qui est fait dans un contexte d'interaction. Donc, ça ne nous intéresse pas vraiment les mouvements sportifs ou la posture statique d'un individu. Là. Chaque fois qu'on est en interaction avec un autre humain, c'est là qu'on regarde les mouvements du langage corporel. Puis l'analyste de ça, c'est le synergologue. OK, parfait. Super. Puis, dans le milieu des affaires, comment que la synergologie peut être appliquée, dans le fond, comment que ça peut rendre, dans le fond, ça peut être bénéfique pour les interlocuteurs et les gens qui ont des discussions ensemble? En fait, le but de la chose, c'est pas juste d'analyser, c'est d'analyser pour comprendre l'individu. Donc, c'est de l'analyse comportementale purement et simplement. Puis, quand on comprend mieux l'individu, l'interlocuteur, que ce soit un client, un employé ou un collègue, définitivement, on améliore ses relations. Donc, c'est différent pour chaque professionnel. Si, par exemple, on s'en va dans la vente, c'est sûr que le comportement client nous intéresse beaucoup. Si on parle du gestionnaire, il y a une cohésion d'équipe, une productivité qui est améliorée. Le recruteur, lui, va trouver de meilleurs candidats parce que nécessairement, il va mieux comprendre l'individu qu'il y a devant lui. Donc, il va être en mesure de déterminer ce qui fonctionne pas en lien avec le poste. Puis, je sais pas, moi, les RH pourraient repérer tout ce qui est en lien avec la dépression ou prévenir des burn-out, par exemple. Donc, c'est vraiment différent d'une situation à l'autre, mais on comprend que, grosso modo, comprendre l'interlocuteur, c'est se donner toutes les chances d'harmoniser les relations. Donc, ça va vraiment loin. On parle pas juste de langage non-verbal pour ton interaction. On parle vraiment d'aller plus loin. Donc, par exemple, si tu viens de parler des dépressions, ça va jusque-là, le langage non-verbal, on pourrait aller jusque-là. Oui, on peut vraiment, quand on est formé, il n'y a jamais rien d'absolu, là, donc c'est pas, on détecte absolument toutes les dépressions, tous les burn-out, mais il y a vraiment des indices corporels qui nous permettent de voir des signes précurseurs ou qui accompagnent la dépression et le burn-out. Okay. Donc oui, en relation d'aide, donc dans le milieu des affaires, les RH, c'est assez important que les employés tombent pas en burn-out, mais quand tu as des signes précurseurs de ça 3 mois avant, le fait de pouvoir s'en occuper, juste parce qu'on a vu un petit signe corporel qui est pas verbalisé du tout, on comprend la rentabilité de la chose. Là, c'est pas juste d'être humain, c'est qu'il y a une rentabilité aussi énorme derrière ça. Quand même, c'est super le fun. Je ne savais pas ça, c'est super. C'est vraiment le fun. Ouais. Dans un cadre de communication verbale, dans un cadre comme qu'on l'est en ce moment avec la COVID puis le télétravail, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut voir quand on est quand même devant un écran de l'autre? Est-ce que justement, dans un cadre RH, là, par exemple, on aurait par exemple une entreprise qui travaille tout en télétravail, puis là, on a quelqu'un des RH qui fait sa rencontre hebdomadaire avec la personne, une rencontre mensuelle. Quel signe qu'on pourrait voir devant un écran comme ça? C'est sûr que je pourrais pas nommer tous les signes qu'on peut voir parce que nous, il y a 1750
indices corporels qu'on peut détecter. Donc, c'est ça, tu sais, je n'aimerais pas les 350 qui font partie du visage, là, mais justement, dans le fond, toutes les parties du corps qui sont visibles en télétravail, c'est souvent le visage et le buste. Il y a vraiment des indices à aller chercher, là, puis tu sais, on sort vraiment aussi c'est pas juste les expressions faciales, là. Il y a vraiment des petits trucs anodins qui se passent, là, tu sais, lever un sourcil plutôt que l'autre, sourire uniquement d'un côté, de quel côté ça se produit, la position sur la chaise, la façon de se pencher la tête, tout ça a une incidence, là. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations non verbalisées à aller chercher, là. Okay. Pourrais-tu nous en nommer, mettons, 3 ou 4 qui, dans le milieu des affaires que tu as vu qui reviennent souvent, qui permettent de bien comprendre que ce soit au niveau RH, que ce soit au niveau vente ou en général avec les employés aussi, là? Ben oui, en fait, ce serait facile d'en nommer à l'infini, mais pour se concentrer sur 3, puis je vais essayer un peu d'y aller de façon simple, pardon, sans tomber dans le trop complexe, là, puis avoir une tonne de règles de lecture à faire. Puis je vais essayer aussi d'en nommer qui touchent un peu des créneaux différents. Donc, uniquement dans la position de s'asseoir, par exemple, on dit qu'il y a 9 positions dans laquelle on peut être assis. Ça fait un peu comme une horloge. Donc, je peux être assis simplement en avant, mais au centre. Je peux être assis en avant, mais à droite, assis en avant, mais à gauche. Donc, on a la position latérale droite et gauche, puis vers l'arrière, à droite, à gauche et au centre. Puis, on a aussi au centre de la chaise. Donc, si je peux en nommer 3 là-dedans, parce que c'est des mouvements qui sont, qui sont énormes. Là, on parle pas d'un petit clignement d'œil, là. On parle de la masse volumique c'est le buste au complet là, qui se déplace. Donc, c'est dur à manquer, ça. Puis, comme les règles de lecture sont pas trop difficiles à comprendre, donc, si je peux nommer en avant à droite, à la droite de l'individu, évidemment, donc à votre gauche. Ça, c'est synonyme. Le mot-clé, là, c'est attaque. Donc, c'est un argumentaire qui est fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'individu qui se positionne là, environ 85% du temps, va faire du rentre-dedans. Ça veut dire qu'il croit vraiment à ce qu'il dit. C'est pas nécessairement méchant, là. Sauf qu'il y a des arguments qui sont soutenus. Il croit vraiment fermement à ces arguments. Puis c'est ça, c'est un gros argumentaire là, qui doit être un peu soit contré, parce que là, quand on le voit d'avance, on a une chance d'interagir avec ça, ou adoucir nos propres propos pour pouvoir adoucir les propos de l'autre aussi. Sinon, ça, c'est position numéro 1. Si je peux nommer une autre position, ça serait en arrière à gauche, la gauche de l'interlocuteur. Ça, c'est synonyme de fuite. Encore une fois, 85% du temps, environ, là, en moyenne. Donc, la fuite, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, l'individu désire fuir à ce moment-là, soit l'interlocuteur, donc vous, soit l'environnement, ou soit les propos qui sont émis ou entendus. Donc, c'est assez intéressant de voir que si l'individu, c'est toujours le moment où le moment où la personne change de position, là. Ça nous intéresse pas de voir que à chaque fois qu'une personne change de position, ça veut dire tel truc. C'est juste qu'il faut comprendre que on change pas de position pour rien à tout moment. Puis tu sais, là, on parle pas de j'ai mal au dos, faut que je change de position. Mais c'est intéressant de noter que quand la conversation va super bien, tu m'as parlé de, je sais pas moi, de paiement à ton client, des types de paiement. Puis là, il s'en va en arrière à gauche de sa chaise. Dès qu'il entend ces trucs-là, ben tu sais, il y a quand même un lien à faire. Puis ça, on apprend tout ça en formation, évidemment. Mais c'est assez intéressant de faire le lien entre, OK, le mode de paiement et le mot fuite. Donc là, on comprend que la relation se passait bien avant. C'est pas vraiment nous qui veut fuir. Si on est dans un bureau fermé, il n'y a pas vraiment l'environnement à fuir. C'est probablement plus lié au propos. Donc, on peut réajuster son discours à ce moment-là. Ça aussi, c'est vu en classe, là, mais au moins, vous avez le mot-clé. Puis la troisième position serait en arrière à droite de la chaise, qui est complètement différent d'en arrière à gauche, qui était la fuite. Cette position-là, c'est la position d'analyse. Donc, c'est pas forcément négatif. Le client, justement, qui se positionne en arrière à droite de sa chaise et souvent, environ 85% du temps est en position d'analyse. Donc, il analyse l'information qu'il reçoit. Donc, ce que vous dites, les questions qui lui sont posées, ce genre de trucs-là. Donc, c'est le temps, justement, d'avoir un argumentaire qui est étoffé à ce moment-là. Donc, tu sais, là, on touche un peu à la vente, à la relation d'aide, à un paquet de trucs, finalement, à travers ces trois positions-là. C'est vraiment pas... Comme quand tu dis 85% du temps, c'est vraiment parce que c'est pas tout le temps, mais c'est majoritairement quand que la personne... Est-ce qu'il y a une différence droite ou gauche aussi? Est-ce que... Ben oui, parce que comme on vient de le voir, tu sais, en arrière à gauche de la chaise. Droitier ou gaucher? Excellente question qui revient souvent. En fait, les gens ont tendance à croire que
Les droitiers et les gauchers ont des gestes différents, mais c'est pas le cas. OK. Vraiment pas. Puis on analyse vraiment beaucoup les gestes là, en profondeur. Là. Quand je dis les gestes, c'est la main qui part dans l'espace là, ou la main utilisée quand on fait des gestes. Puis il n'y a aucune incidence selon que les gens sont droitiers ou gauchers. C'est d'autres dimensions là, qui sont Donc, affectées. c'est vraiment, j'imagine, corrige-moi si je me trompe, là, parce que tu connais sûrement plus ton domaine que moi, mais est-ce que c'est vraiment juste dans la mimique de tout le monde qui inconsciemment reproduit des gestes et que là, on reproduit les gestes qui veulent dire quelque chose en fonction de ça? Est-ce que, par exemple, si on irait en Chine, ça serait vraiment complètement une autre synergologie, si je peux dire? Je pense pouvoir répondre à ta question en disant que le langage corporel est universel. À OK. 95% universel. Parce qu'il y a quand même un petit 5% où il y a quelques petits trucs de différents. C'est des choses qu'on voit en formation. Mais grosso modo, les choses qui changent là, le plus, là, le 5% des choses qui changent, c'est des gestes qui sont faits de façon consciente, mais culturelle. C'est-à-dire que si on fait ça ici comme ça, puis là, pour les auditeurs qui voient pas ma main, là, je fais le signe de nice ou je sais pas comment on pourrait dire ça, là, Un ou, tu sais, le hockey là, pouce avec dans le un. cœur. Oui, c'est ça, tu sais. Un hockey, bon, on comprend ici ce que ça veut dire. Peut-être que si on s'en va en Nouvelle-Guinée, ça se peut que les gens comprennent pas, tu sais. Donc, ça, c'est vraiment des gestes qui sont culturels, qui sont destinés à se faire comprendre de façon consciente. Mais tout ce qui est fait de façon mi-consciente ou non consciente, c'est universel là, totalement. Là. Tu sais, si je peux te donner un exemple, en fait, les mimiques faciales, les expressions faciales de joie vont être les mêmes chez un Africain qu'un Inuit. On reconnaît quelqu'un qui est joyeux, donc c'est la même chose avec tout le corps. Excellent exemple. C'est bon, c'est surtout quand les gens qui veulent faire des affaires étrangères aussi, de pouvoir aller, de bien communiquer avec son interlocuteur puis voir un petit peu ce qu'il ressent, mais ça n'a comme pas de frontières, là, fait que ça peut être intéressant pour les affaires étrangères. Absolument. Donc, Ça enlève la barrière de la langue, là, souvent. oui, c'est ça, exactement. Moi, je suis curieuse de savoir, au niveau des clients qui ont fait ta formation, un petit peu, as-tu des histoires à nous raconter sur leur parcours à travers la formation, mais aussi les résultats, puis ce que ça leur a donné aussi dans leur entreprise par la suite d'avoir fait ta formation? Il y a beaucoup d'exemples. C'est sûr qu'il y a plus de témoignages vagues et globales que des exemples précis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les formations, on apprend d'abord à repérer les trucs. Parce que quand on ne sait pas quoi regarder, on est incapable de faire une lecture adéquate. Un coup qu'on sait quoi regarder, ça devient évident. Donc, dans un premier temps, j'enseigne à repérer. Dans un deuxième temps, c'est d'instaurer un climat de confiance avec l'interlocuteur pour pouvoir, dans un troisième temps, questionner adroitement selon ce qu'on a vu. Quand il y a un enjeu, évidemment, on va pas questionner sur la totalité de ce qu'on voit. Mais donc, finalement, les trois phases, c'est repérage visuel, instaurer un climat de confiance pour questionner adroitement. Puis ça, c'est le mode d'action dans lequel on met la synergologie en œuvre. Parce que analyser des trucs, si on n'en fait rien, c'est le fun, mais ça sert à rien. Donc, c'est pouvoir mettre ça en action. Puis, dans le fond, les témoignages globaux que j'ai le plus souvent, c'est que cette technique-là permet vraiment d'aller chercher des informations pertinentes que les gens auraient jamais eues s'ils n'avaient pas suivi cette formation-là. Donc, juste de dire ça, je pense que c'est assez pour comprendre qu'il y a une montagne d'informations à laquelle on n'a pas accès parce que les gens la verbalisent pas. Oui. C'est vrai que j'avais lu des certains livres justement par rapport à ça. Il y a le livre d'Adam dans la bibliothèque, là, justement, de décoder les autres. Ça parlait légèrement de langage non verbal. Je pense que de plus en plus, c'est un sujet qui intéresse les gens aussi. Puis avec encore plus le télétravail, c'est encore plus difficile un petit peu à travers un écran. Puis si on parle justement de communication non verbale, est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur dans les prochaines années dans le milieu des affaires? Crois-tu que les gens de plus en plus s'intéressent à la synergologie aussi? Clairement. Moi, ça fait juste 5 ans. Puis je vois vraiment déjà une grosse courbe ascendante, pas dans l'intérêt des gens, parce que les gens ont toujours été intéressés. Moi, quand je parle de synergologie aux gens, il y a plus qu'une personne sur deux qui est grandement intéressée à ça. C'est juste que ça commence à prendre plus d'ampleur parce qu'il y avait un mauvais marketing, si je peux dire, qui était fait avant. Non, mais c'est vrai, je vois Jean-Michel rire, mais c'est une réalité. Il emphasait vraiment beaucoup sur l'aspect scientifique et c'était correct parce que ça prend une méthodologie rigoureuse derrière ça, mais il faut aussi faire connaître ça aux gens, puis on est rendu là. Puis déjà, en 5 ans, je vois un énorme changement. Puis de toute façon, moi, je m'y affaire à 100% à faire intégrer ça dans le milieu des affaires. OK, parfait. C'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à gagner de ça, là, de ce qu'on t'entend parler. C'est super le fun, je pense, de pouvoir reconnaître des petites choses. Par exemple,
que ça soit en vente, là, l'espérance, on essaie d'aller chercher un client, est-ce qu'il est intéressé avec qu'est-ce qu'on lui dit, mais autant que ça soit juste, ne serait-ce que pour l'empathie de juste d'être dans un meeting client, de pouvoir justement comprendre est-ce que mon client il est bien, qu'est-ce que je peux faire de plus, puis ça, c'est comme tu as dit, c'est pas juste de l'analyser, mais c'est surtout de savoir comment je vais ajuster ce que je dis, comment je vais ajuster ce que je fais, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire mieux en temps réel? Puis je pense que c'est super intéressant pour ça. Là. Je pense il y a plusieurs personnes, je pense, qui gagneraient beaucoup d'apprendre quelques petits trucs ici et là, et peut-être même plus loin. On ne peut plus d'accord. That's it. On pose une petite question à tous nos invités, Manuel, par rapport qui revient à le sujet de notre podcast, qui est l'équilibre digital. Si on parle là, de l'univers numérique, comment est-ce que tu arrives à garder l'équilibre dans ça? Comment tu fonctionnes? C'est quoi tes trucs pour garder un certain équilibre dans ce monde-là super hyper stimulé? Là, on est tout le temps. Il y a beaucoup de stimuli un petit peu partout. Comment tu gardes ton équilibre dans tout ça? En fait, mon plus gros truc, c'est vraiment de couper tous mes réseaux. Je vais juste brancher mon ordinateur avant qu'il lâche. Pardon. Donc, c'est vraiment de couper tous mes réseaux et d'éteindre mon téléphone le soir et les fins de semaine. Sinon, je suis trop porté à répondre aux clients et aux interactions de notifications infinies. Donc, pour moi, c'est vraiment salutaire. De toute façon, j'ai pas eu le choix parce que je me suis assez rapidement rendu compte au fil des mois que, tu sais, c'est ça, il y a jamais de fin. Puis, faire un burn-out juste pour répondre aux gens, c'est pas une bonne idée. On aide personne si on s'aide pas soi-même. Donc, moi, c'est vraiment l'horaire qui compte le plus. Puis, récemment, j'ai commencé à déléguer certaines parties aussi de mes réseaux sociaux, des choses qui paraissent pas du tout pour les gens, mais qui m'enlèvent des tâches parce que, tu sais, tu peux pas être omniprésent sur 3 réseaux sociaux, puis travailler en plus. Tu sais, ça, c'est fait pour faire du réseautage, de la prospection, aller chercher des clients, créer des contacts, tu sais, mais tu peux pas vivre uniquement des réseaux sociaux. Donc, quand tu commences à travailler moindrement, réellement, concrètement, ben, tu dois nécessairement couper du temps. Puis, tu sais, c'est logique que les réseaux sociaux, tu peux pas faire 70 heures semaine là-dessus, là. D'ailleurs, tu es super actif, surtout sur LinkedIn, je pense. Je sais pas si c'est ton réseau préféré, là, mais moi, je te vois que tu es énormément actif sur cette plateforme-là. C'est sûr que ça demande beaucoup de rigueur là, de tout le temps être présent et d'interagir avec les gens que tu es, mais c'est super important à la fois. Fait que s'il y a des choses que tu peux aller déléguer, je pense que c'est un bon compromis. Oui, ben en fait, tu as raison. Là, si je peux faire une minuscule parenthèse, c'est que j'ai été très actif pendant 3 ans, ben même plus de temps que ça, mais professionnellement, sur 3 ans sur Facebook. Puis quand est arrivée la pandémie, je me suis concentré plus sur LinkedIn. J'ai vraiment délaissé Facebook et Instagram pour vraiment, vraiment juste être sur LinkedIn, mais j'étais omniprésent. Là. Est-ce que tu... Okay. Vas-y, pardon. J'avais la même question que toi, Jean-Michel. Est-ce que tu as vu une amélioration? Comment tu as vu les résultats, dans le fond, de ça, positifs ou négatifs? Phénoménal. Dans le fond, moi, j'ai réalisé que mon clientèle cible, tu sais, je m'adresse à tout le monde, sauf que ma clientèle cible, qui était de plus en plus les gens d'affaires, qui est un milieu très large, on va se le dire, était sur LinkedIn. Donc, c'était une stratégie. Le COVID m'a permis d'arrêter de former en présentiel parce que j'étais obligé. Ma stratégie a donc été de réseauter humainement sur le plus beau réseau du monde pour les affaires, qui est LinkedIn. Puis là, j'ai recommencé finalement avec Facebook puis Instagram. Mais, tu sais, je vais vraiment avec le ratio des revenus. Là. Tu sais, si j'ai 80% des revenus qui proviennent de LinkedIn, ben, je passe 80% de mon temps là, puis le 20% sur Facebook et Instagram. Donc, tu sais, je suis présent partout, mais là-dessus, il y a des choses que je délègue. Puis ça aussi, c'est salutaire. C'est vraiment dans la façon, je pense que le contenu est consommé parce que sur Facebook, puis la façon qu'on consomme carrément la plateforme, parce que sur Facebook, tout le monde est là, puis donc ta clientèle cible est là. C'est juste que la façon c'est beaucoup plus accessible, puis ça fait beaucoup plus de sens, je pense, pour toi qui est plus dans le domaine des affaires, là, qui a besoin de parler à des entrepreneurs, probablement des propriétaires d'entreprises aussi, j'imagine que tu parles, que ça va être beaucoup plus accessible facilement là, puis tu vas être capable de mieux les repérer dans un premier temps, mais que juste ton offre fait plus de sens à être parlé sur cette plateforme-là que sur Facebook, parce que justement, c'est plus un réseau d'affaires. Oui, absolument. Ben, c'est sûr que c'est on entre vraiment dans la gestion des réseaux sociaux et des stratégies, là, mais oui, tout le monde se retrouve un peu partout, mais oui, il y a des endroits plus stratégiques. Il faut vraiment définir son persona, puis quelle est la stratégie, pourquoi je vais sur un réseau plutôt qu'un autre, qu'est-ce que je dis sur ce réseau-là. Là, j'entrerai pas dans ce sujet-là parce que c'est vraiment pas mon domaine d'expertise,
Mais c'est ça. Finalement, les deux gros points, c'est vraiment de booker mon horaire, de fermer tout de fermer la matrice finalement, le soir et le week-end, puis de déléguer un petit peu autant que je peux, parce que moi, dans la vie, ce que je veux, c'est former des gens, c'est pas être gestionnaire de réseaux sociaux. Je comprends. Ben, merci beaucoup, Manuel. En vrai, c'était vraiment intéressant. Puis je pense que les gens qui vont écouter le podcast vont avoir beaucoup à apprendre de les brefs petits trucs que tu nous as donnés, mais je sais aussi qu'ils peuvent apprendre énormément de toi en allant voir ton site web, en faisant ta formation et aussi en suivant sur les réseaux sociaux. Là, je pense qu'ils vont pouvoir même rentrer en communication avec toi s'ils ont des questions. Je sais que tu as une relation de proximité avec plusieurs de ta clientèle. Fait que ils peuvent te contacter. Manuel Constant sur LinkedIn. Oui, absolument. Gênez-vous pas. Je suis très, très, très humain, très parlable. Tout à fait. C'est bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis on va espérer te recevoir dans 1 an ou 2 pour voir comment l'évolution de ton entreprise et comment ça évolue à travers les années. Ouais, bien, merci beaucoup à vous deux. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Merci, Daniel. Bonne journée. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.